printemps est de retour, c'est le moment de se remettre au travail au jardin, de réaliser ses premiers semis, nettoyer ses pots de fleurs, peut-être aménager une terrasse, un cabanon, un ponton et pourquoi pas en bois local. Voici le programme de cette émission. Entrez, c'est ouvert. Ce mois de mars, dans Entrée c'est ouvert, on vous propose un fil rouge autour du bois, aux racines d'une Wallonie durable. Nous avons construit cette émission avec Filière Bois Wallonie, une filière qui a pour mission d'augmenter la valeur ajoutée du bois produit durablement à travers sa transformation bien sûr, mais aussi sa valorisation en Wallonie et du coup, de créer de la cohésion entre tous ces acteurs de la filière bois. Alors, évidemment, on ne parlera pas que de bois dans cette émission, on profitera aussi des premiers rayons du soleil, si, vous entendez bien, les premiers rayons du soleil pour retourner au jardin et commencer les petits travaux de printemps. Il était temps, pas vrai? Allez, sans plus attendre, je vous laisse retrouver Virginie avec Vincent. Lui, il travaille pour Filière Bois Wallonie, vous l'avez compris, un organe de référence autour du bois en Wallonie, c'est tout simplement l'interlocuteur principal du gouvernement wallon en la matière et donc un interlocuteur tout trouvé pour répondre à nos questions, à nous, dans Entrée c'est ouvert. C'est parti. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la filière bois ? Mais la filière bois, c'est toute la chaîne de valorisation et de transformation du bois, de la forêt jusqu'à son utilisation finale, en meubles, en parquet, en plancher ou même en construction bois. Alors dans cette émission, on s'intéresse au jardin, tu le sais. Et justement, le printemps arrive, c'est le moment où on a envie peut-être de penser à un projet de terrasse, de ponton, de cabanon. On peut se tourner vers des essences de bois locales pour ça. Tout à fait. Il y a des essences qu'on trouve ici localement, en résineux ou en feuillu. Et d'ailleurs, on en a ici même dans cette forêt. Donc on peut aller en voir. Ah bah je te suis. Alors tu m'emmènes ici devant un magnifique chêne. Effectivement, c'est une des essences locales qu'on peut utiliser en extérieur. Alors quand on parle d'utilisation extérieure, on parle principalement de terrasses, de bordage, de châssis par exemple. Et ces utilisations, elles nécessitent une certaine durabilité. Durabilité naturelle de l'arbre, tu veux dire? Exactement. Et donc ici en Wallonie, on a certaines essences qui ont une durabilité naturelle. Donc à leur état naturel, elles peuvent résister aux dégradations biologiques, les champignons, les insectes. C'est ça la durabilité. Exactement. Les intempéries, etc. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres essences que le chêne vers lesquelles on peut se tourner localement? Alors il y a des essences résineuses, il y a des essences feuillues. Dans les essences résineuses, il y a le Douglas et le mélèze. Et en essences feuillues, on a le chêne qu'on a beaucoup en Wallonie, et on a en moins grande proportion le robinier et le châtaignier. Donc on a vraiment un choix d'alternatives au bois exotique pour nos aménagements de l'extérieur. Exactement, on a ce choix-là et on a encore un choix encore plus large si on intègre un traitement relativement innovant en Wallonie, le traitement thermique, qui permet d'utiliser d'autres essences comme le hêtre, le frêne, le peuplier, aussi dans des utilisations extérieures. Qui sont un peu moins durables naturellement et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, c'est ça que tu veux dire? Exactement, voilà. D'accord, tout à fait. Okay. Et en plus, on fait vivre une filière, notre filière. On a une ressource locale qu'on transforme localement et qu'on peut utiliser aussi localement. Génial, passionnant. Merci beaucoup Vincent. On sait maintenant le choix qui s'offre à nous pour nos travaux de printemps, nos futurs aménagements extérieurs au jardin. Que des bons choix à faire donc, pour autant qu'ils soient locaux du coup, vous l'avez compris. Merci Vincent. Alors, on a parlé ici des ressources wallonnes, mais nos régions regorgent aussi de savoir-faire, parce que oui, les ressources peuvent être transformées en Wallonie. Virginie et Valérie vont vous parler du bois local, une marque initiée par la filière bois wallonne. Cette marque vise à répondre aux demandes de plus en plus fréquentes des consommateurs qui, séduits par une consommation locale et responsable, souhaitent tout simplement être mieux informés sur les produits qu'ils achètent. L'idée, c'est d'identifier aisément chaque producteur grâce à un numéro d'adhésion unique. Alors Valérie, je viens de quitter Vincent qui m'a présenté certaines des essences qui peuvent être valorisées dans les aménagements extérieurs, essences locales. Et toi, tu es là pour nous présenter la marque Bois Local. Raconte-nous un petit peu. Alors la marque Bois Local a pour objectif de valoriser nos ressources locales et aussi le savoir-faire de nos entreprises wallonnes. Parce qu'on a un vivier en Wallonie, une filière super dynamique qui produit de la qualité. Et ça, comme consommateur, c'est important de le savoir. Très important. Et puis voilà, le décor dans lequel on se trouve nous le prouve. La Wallonie
Wallonie est occupée pour un tiers de son territoire par les forêts. Ça a généré vraiment une culture, une tradition du bois et de sa transformation. Et on compte pas moins aujourd'hui de 9 000 entreprises et 19 000 emplois directs liés à la filière bois. Oui, c'est incroyable. Et en plus, c'est une démarche qui va dans le sens de la qualité, de la durabilité. Tout à fait. Donc là aussi, c'est important en tant que consommateur de poser certains choix, de soutenir ces professionnels. Quand on se dirige vers un choix local, eh bien, on sait qu'on participe à son économie locale, à une économie circulaire, qu'on a réduit le nombre d'intermédiaires et aussi le nombre de kilomètres pour les transports. D'accord. Mais donc concrètement, par exemple, je veux construire une terrasse dans mon jardin, un cabanon. Comment je peux faire concrètement pour trouver ces artisans, ces acteurs? Alors, la marque Bois Local va vous garantir que le bois que vous voulez provient donc d'une forêt à proximité de son lieu de transformation, et vous pouvez trouver donc ces produits sur notre site internet Bois Local. Et alors, je suis allée jeter un œil. Vous avez mis une carte interactive avec une géolocalisation de tous ces métiers quelque part. C'est assez génial. Oui, c'est très facile de trouver près de chez soi quel menuisier ou scieur ou autre entreprise qui pourrait vous fournir dans les matériaux bois que vous avez besoin. Eh bien voilà, vous avez un projet d'aménagement pour ce printemps. Le site internet s'affiche devant vous. Tout est à portée de main. À vous de faire le bon choix. En tout cas, tout est à portée de clic. Merci pour ces précieux conseils. Et si on quittait la forêt un court instant pour se retrouver autour des travaux de jardinage? Le volume et la masse de végétaux produits au jardin peut être importante, environ 500 kg de déchets verts par an pour un jardin moyen. Il s'agit de feuilles mortes en automne, d'herbes après la tonte au printemps ou en été, de résidus d'élagage en hiver. Virginie, toi tu vas nous parler des copeaux. Et visiblement, tu en as ras la brouette. Les restes des tailles de vos haies, de vos arbres, de vos arbustes sont tout sauf des déchets. Il s'agit de ressources qu'on peut valoriser au jardin. Elles sont bénéfiques pour vos sols, pour vos plantations et pour la biodiversité. Alors, toutes ces tailles peuvent représenter un volume important, évidemment. On peut donc les broyer pour en réaliser des copeaux avec lesquels on va pailler nos parterres, nos plantations. C'est exactement ce que je fais ici. Voilà un petit massif d'arbustes qu'on a planté cet automne. Et donc, je vais simplement verser mes copeaux au milieu de ce massif et je vais venir les étaler. Alors on met une couche de 5 à 10 cm à peu près et on vient les mettre au pied de nos plantations. Alors ce paillis, il a évidemment plusieurs avantages. Tout d'abord, il va nourrir le sol et le structurer puisqu'il va se décomposer sous l'action des micro-organismes, de la microfaune qui évolue sous terre et qui, en digérant toute cette matière organique, va restituer au sol les éléments nutritifs qui sont importants pour les plantes, qui vont aller les chercher avec leurs racines. Alors, cette couche, elle est aussi protectrice contre les intempéries. Donc, elle va préserver le sol du vent, du gel. En été, elle va garder l'humidité, puisqu'il y a une grande porosité. Ce qui est chouette avec ce paillis, c'est qu'il se décompose lentement, donc il va rester assez longtemps en place. Donc, c'est vraiment une solution à portée de main. Puisque le broyage, on peut le faire maison, on peut louer une broyeuse, on peut acheter une broyeuse domestique. Certains élagueurs aussi proposent ce service. Bref, c'est une solution économique et écologique. Les copeaux de bois comme ceux de Virginie ont une durée de vie moyenne de 2 à 3 ans. Nous vous recommandons d'appliquer une nouvelle couche après 1 ou 2 ans maximum. Et puis, le plus important, ils empêchent la croissance des mauvaises herbes. Bah oui, comme ces graines ont besoin de lumière pour germer, eh bien, elles ne germent pas. Allez, on reste au jardin. Enfin, pas vraiment. Malgré la douceur du soleil de printemps, Georges et Virginie sont, une fois n'est pas coutume, à l'intérieur. Ils nous parlent de semis. Au menu du jour, céleri et salade verte. Le printemps est à nos portes, c'est le moment de penser à réaliser les premiers semis sous abri. Georges, tu nous proposes de semer des céleris. Des céleris, oui, tout à fait. Alors, on va passer au céleri blanc, que j'aime bien. Tiens, c'est toi qui vas les semer, je vais te donner un peu de graines dans le creux de la main. Ça va être toutes petites graines, hein, ça? Oui. 2500 graines au gramme, donc vraiment, c'est très peu. Hein. Je sème à la volée, c'est ça? Ben oui, semer 100 graines en graines, c'est tout à fait impossible. Hein. Oui. Alors, moi, je prends une précaution, c'est qu'avant de semer, je pasteurise le substrat. D'accord. Ainsi, pas de fonte de semis.
Terminé, pas de petit insecte qui vient grignoter non plus, ni d'herbes indésirables qui viennent. Quand tu dis que tu pasteurises le substrat, ça veut dire que tu le passes au four? Oui, je mets ça dans une platine. À 170 degrés? 170 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà, dans un plat à gâteau. Original. Ah oui, tu remets dessus. Un petit peu de terre au-dessus. Enterrer les graines en tassant. Ouais. Et puis quelques gouttes d'eau. J'adore ton arrosoir artisanal. C'est vrai, mais écoute, c'est tout simple, une bouteille, le bouchon percé, ça permet d'arroser goutte à goutte. Génial. Voilà. Donc ces céleris, on les place sur un radiateur. Ah oui, parce qu'il faut 20 à 25 degrés, et il faut quand même une bonne vingtaine de jours avant que ça ne germe. D'accord. Alors ensuite, on passe aux salades. Alors la salade, on peut la semer graine à graine. Alors, je sème ça au cure-dent. Je mouille l'extrémité du cure-dent, ça me permet de prendre une graine. Ah oui, c'est précis ça. C'est précis. Donc je vais t'aider. Et tu en mets combien par petit pot? Une graine. Une graine par petit pot? Oui, oui. Ah oui, c'est du détail. Hein. Oui, oui. Ok. Et ça, après, tu tasses un petit peu? Ça va germer en une dizaine de jours. Donc, ça germe assez vite. Pas trop de température. Hein. Au-dessus de 20 degrés, la salade ne germe plus. Donc, en été, il faut mettre la graine à germer dans le garage ou un endroit frais. Et tu recouvres d'un petit peu de terre ou pas? Je les enterre légèrement, celle-ci. Okay. C'est facile à enterrer. Et tu mets un petit coup d'eau quand même? Un petit coup d'eau quand même, oui, oui. Un petit peu comme ça, voilà. Hop. Et donc ça, il faut attendre combien de temps? Quand elles ont 4 feuilles, on peut les repiquer en châssis froid ou en serre froide. Pas facile. Non, parce que le trou était mal fait. J'étais un peu vite pour faire. Ok, ben voilà. Bon, voilà. Ben, c'est plutôt simple à faire, hein, Georges? C'est assez simple. Et puis on profite quand même des bons légumes du jardin. Ah ben voilà, c'était la phrase de la fin. À vous de jouer maintenant. C'est aussi le bon moment pour réaliser vos semis de poireaux d'hiver qui pourront être repiqués en pleine terre en juin prochain. Allez, d'un bon plan, on passe à un autre. Cette fois-ci, François nous aide à réfléchir à la préparation de la zone de plantation. L'idée, c'est d'enrichir la vie du sol avec des activateurs de sol. Nous voici arrivés au mois de mars, donc le climat est propice ici à réaliser des plantations et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui d'aménager le petit parterre qui se trouve derrière moi. Donc pour ce faire, j'ai choisi différentes plantes. Donc on a ici un Osmanthus nain qui se caractérise par un feuillage persistant et aussi à feuilles caduques. Il y a aussi une hellebore, donc qui a la particularité de fleurir en début d'hiver mais aussi au printemps. Ensuite, on passe à 2 hortensias de petite taille, donc 2 hortensias nains mais de couleur différentes. Ici, il fera des fleurs bleues et celui-là, des fleurs pourpres. Et on terminera par une dernière plantation qui est l'oranger du Mexique, donc qui est une plante légèrement arbustive de petite taille. Donc je viens de disposer ici mes 5 plantes, donc maintenant on va passer à la plantation proprement dite. Donc il est extrêmement important d'enrichir correctement le trou de plantation. Donc pour ce faire, on va tout d'abord utiliser un amendement de sol. Donc il s'agit ici d'un humus, en fait un humus avec du compost bien stabilisé, avec un peu de tourbe, corrigé aussi en pH et qui contient du fumier séché. Et cet amendement aura pour but d'apporter une bonne porosité au niveau du trou de plantation pour garantir une bonne reprise et une bonne rétention en eau par la suite. Il est important de réaliser un trou d'un volume supérieur à la taille du pot de départ. Donc voilà, une fois que j'ai retiré la terre pour réaliser le trou, je vais maintenant y ajouter l'humus sur la terre qui est sortie du trou. Et je vais aussi y incorporer un activateur de sol. Donc ici, il s'agit en fait d'un engrais qui va notamment nourrir donc au niveau NPK, donc azote, phosphore, potassium, pour garantir un bon enracinement et une bonne reprise de la plante. Et cet activateur a aussi la particularité d'apporter de la vie microbienne. Donc de la vie microbienne, il y en avait déjà dans l'apport d'humus, mais ici on a un complément, donc grâce à des bacillus, à des bactéries qui vont se fixer sur le jeune système racinaire et améliorer notamment l'assimilation du phosphore. Il restera donc maintenant à nourrir avec un bon engrais organique 2 à 3 fois par an les différentes plantations afin d'assurer une bonne croissance et une bonne floraison des plantes pendant de nombreuses années.
Merci François pour tous tes conseils. Retour chez Virginie à présent. On continue de parler de bois. On a abordé la filière bois, on a parlé du savoir-faire wallon aussi. Et si on allait voir ça d'un peu plus près ? Cap sur Suarlé, chez Respectable, de la planche à pain à la terrasse, toutes leurs réalisations en bois et aménagement d'extérieur se font dans le respect de l'environnement et du coup de votre santé. Alors Adrien, on se retrouve ici devant ta menuiserie, un magnifique bâtiment que tu as acquis il y a 1 an. À notre droite, un tas de planches de robinier faux acacia, puisque tu as développé ton activité autour de cet arbre. Alors pourquoi ce choix ? C'était pour répondre vraiment à notre cahier de charges et à des demandes de clients. Donc on avait vraiment lancé la menuiserie en disant on refuse de travailler avec des essences exotiques, on veut uniquement des bois locaux. Et quand on a eu notre première cliente qui nous a commandé une terrasse, on s'est naturellement tourné vers le robinier, puisque c'est la seule alternative aux bois exotiques, donc il y a la même durabilité, la même dureté que les meilleurs bois exotiques. D'accord, alors parmi ses principaux atouts, c'est sa résistance. Ça, c'est un bois qui résiste bien aux conditions extérieures, l'humidité, le froid, etc. Exactement, c'est un bois qui pourrit pas en fait, malgré notre climat humide tout le temps de l'année, vraiment, il est classé catégorie 1, donc c'est durabilité naturelle largement supérieure à 25 ans. Et c'est la seule essence qui pousse en Belgique qui a cette classe de durabilité. Alors ce robinier faux acacia, c'est un arbre qui est magnifique. Moi j'en ai un beau dans mon jardin, un vieux. Il est très mellifère, au printemps il se couvre de fleurs, ça bourdonne de pollinisateurs. C'est avec lui qu'on fait le miel d'acacia, tu me disais tout à l'heure. C'est ça. Alors attention à ne pas confondre avec l'acacia justement. Exactement. Donc en fait, vraiment le nom scientifique, c'est robinier faux acacia. Par abus de langage, on entend souvent parler d'acacia pour le robinier ici, mais il faut vraiment faire la distinction parce que les acacias sont des variétés botaniques complètement différentes qui ne poussent pas ici chez nous, contrairement au robinier faux acacia qui pousse bien ici en Belgique. Alors en tant que particulier, on peut venir chez vous acheter les planches de robinier pour construire sa terrasse, etc. Ça c'est quand même bon à savoir. Alors tu as aussi une démarche circulaire dans ta menuiserie, tu essayes d'éviter un maximum les déchets. Tu peux nous montrer ça concrètement, comment ça se passe ? On va voir à l'intérieur alors. Allez, je te suis. Super. Donc on est ici au sein de notre atelier de transformation et plus particulièrement dans la zone de stock où on stocke, comme tu vois, toutes nos planches de robinier. Et alors je suis étonnée parce que le robinier est un arbre qui est quand même très tordu et vous arrivez à faire des planches assez belles. Donc c'est quoi le secret ? Justement, en fait, notre secret, ça va être de faire des planches de différentes largeurs. Parce que souvent, quand on demande, les gens veulent des planches larges. Nous, on fait des planches de différentes largeurs et les petites planches, ça permet justement de valoriser des petits arbres un peu tordus. Encore plus loin dans la démarche, on a aussi des planches qui sont de très bonne qualité, mais pas assez longues. Des petits coursons comme ça qui font 40-50 cm. Et ça, au lieu de les jeter, on va les valoriser avec notre partenaire, une entreprise de travail adapté, pour faire des caillebotis. Et donc ces caillebotis terre, donc ce sont des dalles en bois, en fait, qui récupèrent toutes les petites parties pour les réassembler et faire du bois tout aussi qualitatif avec des petites longueurs. Génial, et en plus c'est super joli, ça donne vraiment bien. Ok, mais une fois que vous avez utilisé un maximum de matière, il reste quand même des chutes. Inévitablement. Je vois le sac là devant nous. Voilà. Donc on va avoir par exemple justement des nœuds morts en plein milieu de la planche, ça on ne les livre pas. Donc tout ça, on a aussi toutes les écorces qui sont assez grosses comme tu peux le voir. Tout ça va partir dans notre chaudière en biomasse pour chauffer nos installations. Génial, et la boucle est bouclée, donc c'est vraiment une démarche circulaire, vertueuse. Exactement. Très inspirant. Le printemps arrive, c'est le moment où on a des envies, pourquoi pas concevoir une nouvelle terrasse ou des aménagements extérieurs. Eh bien, essayons peut-être de soutenir tous ces artisans de chez nous qui travaillent avec des essences de qualité. Quel beau projet. Allez, on reste dans la sensibilisation. C'est l'heure de notre moment guide nature. Avec notre partenaire, les cercles des naturalistes de Belgique. Nous dressons le portrait de guide nature. Ces guides vous proposent des activités toute l'année. Ici, par exemple, on part à la découverte du cercle des guides nature du Brabant. Bonjour, je m'appelle Christian Paquet. Je suis un des 2 coprésidents du Cercle des guides nature du Brabant et par ailleurs vice-président des Cercles des naturalistes de Belgique, qu'on appelle couramment les CNB.
Donc ici, nous sommes dans le domaine de Rouge-Cloître. C'est un site patrimonial. En fait, le prieuré que nous avons ici autour de nous a été fondé au XIVe siècle. Au fil du temps, il a été abandonné par les chanoines, notamment lors de la Révolution française. Et depuis lors, le site est repris par Bruxelles Environnement. Et pour ce qui concerne les bâtiments, un service du patrimoine. Et donc, c'est un site vraiment merveilleux au niveau de la biodiversité. Mais en fait, il trouve son origine au XIVe siècle. Moi, je viens fréquemment pour observer les oiseaux d'eau. Donc, il y a encore 5 grands étangs qui sont disponibles. On peut parler aussi de l'eau en général et notamment à partir de la fontaine que vous voyez là, qui est une fontaine tout à fait naturelle. Il n'y a absolument aucune pompe, rien du tout. Elle est simplement alimentée par la nappe aquifère qui se trouve dans la colline derrière moi. Et c'est donc uniquement la pression hydrostatique qui permet à l'eau de jaillir. La hauteur du jet d'eau est d'ailleurs variable suivant la hauteur de la nappe dans le sol. Je pourrais reprendre 3 mots que l'on prononce généralement au sein des CNB. C'est émerveiller, transmettre et protéger. Et donc, ce sont les 3 axes, en fait, qui nous guident au sein de nos activités. Ici, à Bruxelles, il y a énormément de gens qui ne connaissent pas du tout la nature. On a même des gens qui ne reconnaissent aucun arbre, par exemple. Il y a plusieurs thèmes qui peuvent être abordés. Ça part de la géologie, mais également, on peut parler de la sylviculture, on peut parler de la botanique, on peut parler des insectes, on peut parler de différentes choses, de l'ornithologie, des poissons. Les eaux sont poissonneuses ici. Et donc, tout cela fait un grand écosystème. Et donc, c'est ça qui nous tient à cœur et qu'on essaye de transmettre aux Bruxellois, mais pas que. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour participer à nos activités. La formation guide nature des CNB a 50 ans, alors laissez-vous guider en pleine nature, près de chez vous ou partout en Belgique, grâce au Cercle des naturalistes. Pour plus d'infos, rendez-vous sur leur site internet. Tiens, et si nous nous quittions sur une dernière thématique de saison, le nettoyage de vos balconnières? Bah oui, il va bientôt falloir leur redonner une place de choix, que ce soit sur vos terrasses ou sur vos balcons. Alors des conseils, Virginie ? Le nettoyage et la désinfection des pots et balconnières est une activité importante à faire chaque année. Non seulement ça permet de donner un petit coup de neuf à votre déco d'extérieur, mais en plus ça va permettre d'éviter la propagation de parasites, de maladies, de champignons d'une culture à l'autre. Il existe des remèdes naturels, des sortes de recettes de grand-mère, accessibles qui ont prouvé leur efficacité. La première chose à faire, c'est de donner un petit coup de brosse pour enlever les résidus de terre, les racines séchées, etc. qui s'accrochent. Alors utilisez une brosse dure, éventuellement du papier à poncer, si ça s'accroche un peu trop. Ensuite, vous regardez un petit peu votre pot et il se peut que vous aperceviez des traces vertes. En fait, c'est de la mousse qui s'est accumulée à cause de l'humidité, par exemple. Il existe une méthode très simple pour l'enlever. Vous allez simplement tremper votre pot dans un seau avec du savon noir. Ici, je l'ai déjà fait pour anticiper un petit peu. Il y a un pot qui trempe depuis quelques instants. Il faut laisser une demi-heure à peu près. Et ensuite, vous le sortez. Et vous prenez une éponge et vous frottez les restes de mousse. Regardez, ça part tout seul. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des dépôts de calcaire qui s'accrochent sur vos pots. Ça, c'est lié aux arrosages fréquents, surtout si votre eau domestique est très dure. On a des espèces de traces blanches qui apparaissent sur les pots. Là aussi, un remède très simple. Vous mettez du vinaigre dans de l'eau. Alors attention, dilution à 1/20. Ici, j'ai mis 5 litres d'eau. Je vais donc mettre 25 centilitres de vinaigre. Voilà. Je vais mettre mon pot dedans, tout simplement. Et là aussi, je laisse tremper un moment. Et puis, je n'aurai qu'à frotter avec l'éponge de la même façon. Très important, une fois que vous avez fini tout ça, vous rincez vos pots à l'eau claire et vous les faites sécher au soleil pour éviter évidemment que l'humidité ne revienne provoquer de la mousse, etc. Ben voilà, une petite activité tout simple, importante à faire pour avoir des jolis pots et jardinières pour vos terrasses et balcons. Merci Virginie, merci à toi et surtout à tous tes intervenants pour cette émission riche en conseils et en bonnes pratiques. Ça fait du bien de retrouver le jardin et surtout les températures de printemps. Ça réchauffe la peau
et ça réchauffe le cœur. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et n'hésitez surtout pas à retrouver tous nos replays et nos bonus sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. Alors, à tout bientôt. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner un sac d'amendement de qualité riche en matière organique. Idéal pour vos plantations d'arbustes, il permet d'obtenir un sol humide et bien aéré, favorisant un enracinement rapide et une bonne croissance. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Avec quelle essence d'arbre travaille la société respectable d'Adrien? Envoyez-nous votre réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!